Mais il se trouve que je suis le plus jeune parmi nous quatre ici. Et comme dans toute bonne organisation traditionnelle africaine, c'est naturellement au cadet que je suis que mes illustres aînés ici présents ont gentiment confié la mission de porter notre voix commune. Je m'y plie avec plaisir et honneur, en espérant que ma lecture ne trahira pas la sagesse de mes aînés qui m'ont confié cette responsabilité. Ceci étant dit, nous nous présentons aujourd'hui devant vous pour une déclaration d'une importance capitale concernant l'avenir de notre nation. Notre initiative réunit les quatre acteurs majeurs de la vie politique nationale suivants. Pierre Claver Maganga Moussavo, ancien vice-président de la République. Professeur Albert Ondo Ossa, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023. Alain-Claude Billy-Bizet, ancien Premier ministre, et votre humble serviteur, Ali Akbar Onangayo Bégué, ancien ministre. Tous unis par une préoccupation commune face à la dérive actuelle du processus de transition dans notre pays. Notre rassemblement ponctuel mais déterminé ne constitue pas une nouvelle formation politique ni une alliance partisane. Il représente la convergence spontanée de citoyens qui, malgré leurs différences d'opinion sur de nombreux sujets, partagent une même inquiétude quant à la direction prise par la transition politique en cours. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de dénoncer les actions unilatérales des autorités militaires au pouvoir qui ont pris des engagements solennels au moment du coup d'État, mais qui s'en écartent progressivement en imposant des décisions non inclusives et contraires aux principes fondamentaux d'une transition démocratique. Elle vise également à proposer des pistes concrètes pour remettre notre pays sur la voie d'une transition véritablement inclusive, transparente et respectueuse des droits et aspirations de tous les Gabonais. Cette initiative est ouverte à tous ceux qui partagent les mêmes vues et la même ambition de construire un Gabon sur des bases saines et solides. Nous invitons tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les représentants de la diaspora et les intellectuels à se joindre à cette dynamique. Nous tenons cependant à rappeler que cette initiative est ponctuelle, qu'elle ne vise pas à uniformiser les idées ou à fusionner les identités des différents participants. Chaque acteur garde son autonomie, sa voix, son identité et ses priorités. Ce qui nous unit est un objectif commun et urgent, l'exigence d'un retour à un processus véritablement démocratique et inclusif dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le 30 août 2023, les militaires du CTRI ont interrompu un processus électoral contesté, justifiant leur intervention par la nécessité de restaurer l'intégrité de nos institutions et de garantir une transition démocratique, transparente et inclusive. Or, force est de constater que la conduite actuelle de la transition s'écarte dangereusement de ses engagements initiaux. Face à cette situation préoccupante, nous formulons 5 exigences majeures, fondées sur des bases juridiques solides et sur l'intérêt supérieur de la nation. Premièrement, notre première exigence concerne le retour impératif des militaires du CTRI dans les casernes à l'issue de la transition, avec une interdiction formelle
pour tout militaire du CTRI de se porter candidat aux prochaines élections. Cette exigence repose sur des fondements juridiques incontestables, tant dans notre droit interne que dans nos engagements internationaux. Sur le plan national, l'article 43, alinéa 9 de la Constitution dispose que tout candidat à la présidence de la République doit jouir de ses droits civils et politiques. Or, le statut particulier des militaires, notamment dans ses articles 73, 74 et 75, limite explicitement l'exercice des droits politiques des militaires et rend incompatible l'exercice de fonctions politiques, comme celle de président de la République, avec le statut de militaire. Ces dispositions interdisent clairement toute activité à caractère politique, sauf à renoncer au statut militaire. Sur le plan international, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, signée par le Gabon le 2 février 2010, est sans ambiguïté. Son article 23 qualifie tout coup d'État comme un changement anticonstitutionnel de gouvernement, tandis que son article 25, alinéa 4, interdit explicitement aux auteurs de tels changements de participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique. Si certains pourraient arguer que cette charte n'a pas été ratifiée par le Gabon, l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ratifiée par notre pays le 22 septembre 1988, oblige les États à s'abstenir d'actes qui priveraient un traité signé de son objet et de son but, même avant sa ratification. Le non-respect de cette interdiction rend ses auteurs passibles de poursuites, conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 25 qui prévoit, je cite, « Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union. » Et l'alinéa 7, quant à lui, renforce cette sévérité en disposant, je cite, « La conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement, y compris des sanctions économiques. » Ces dispositions ne sont pas de simples recommandations. Elles constituent un cadre juridique contraignant visant à prévenir la légitimation a posteriori des coups d'État par les urnes. Toute tentative de candidature d'un membre du CTRI constituerait donc une violation flagrante de ses engagements internationaux. Une telle démarche exposerait non seulement ses auteurs à des poursuites potentielles, mais compromettrait gravement la crédibilité internationale de notre pays et risquerait d'entraîner des sanctions de la part de l'Union africaine et de nos partenaires internationaux. 2. Retour à la Constitution de 1991 modifiée par la loi référendaire. Notre deuxième exigence porte sur le retour à la Constitution de 1991 modifiée par la loi référendaire de 1995, sur laquelle pourront être apportées les modifications nécessaires justifiées par le nouveau contexte politique. Le référendum du 16 novembre 2024, bien qu'ayant formellement adopté une nouvelle constitution, souffre de graves déficits de légitimité. Les conditions de rédaction du texte, tout comme l'organisation du référendum lui-même, n'ont respecté aucun des critères de transparence, de démocratie et d'inclusivité pourtant indispensables dans un contexte de transition politique. Plus grave encore, quelques jours seulement après sa promulgation, le pouvoir de transition s'est arrogé le droit de modifier unilatéralement plusieurs dispositions de cette Constitution sans même les soumettre au Parlement de transition qu'il a lui-même mis en place. Une telle manipulation démontre un mépris des règles élémentaires de l'État de droit et constitue une entorse grave au fonctionnement des institutions. De même, le taux d'abstention exceptionnellement élevé lors du référendum de 2024 illustre un rejet massif de cette Constitution par le peuple gabonais. Dans ces conditions,
il est inconcevable de continuer à imposer un texte qui ne bénéficie ni de la confiance ni de l'adhésion populaire. Plus inquiétante encore est l'incohérence juridique majeure introduite par les articles 172 et 173 de cette nouvelle Constitution. Ces dispositions créent une situation juridiquement aberrante en prévoyant une application différée et fragmentée du texte constitutionnel. L'article 172 dispose, je cite, « Les dispositions de la présente Constitution relatives à l'élection du président de la République sont d'application immédiate, concomitamment avec celle de la Charte de la transition. » L'article 173, quant à lui, dispose, je cite, « Sous réserve des dispositions de l'article 172 ci-dessus, la présente Constitution entre en vigueur après l'élection du président de la République. » Ces deux articles violent un principe sacro-saint du droit connu de tous les juristes, le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle. Ce principe fondamental, appliqué dans tous les ordres juridiques modernes, stipule qu'une loi ou une constitution adoptée doit entrer en vigueur immédiatement, sauf mention explicite justifiée d'un délai raisonnable pour des ajustements techniques. L'évocation de l'élection présidentielle comme moment à partir duquel cette Constitution pourrait être pleinement appliquée place cette application dans une incertitude totale. La date de cette élection n'est précisée nulle part dans le texte, créant ainsi une insécurité juridique majeure. Cette absence de calendrier clair ouvre la voie à une application arbitraire et à des manipulations potentielles, ce qui est inacceptable pour un texte censé incarner la stabilité et la prévisibilité de l'ordre constitutionnel. Or, ce principe d'application immédiate est la garantie que la loi nouvelle reflète immédiatement la volonté de ceux qui l'ont adoptée et qu'elle remplace sans ambiguïté les cadres juridiques antérieurs. Par conséquent, en retardant l'application pleine et entière de cette Constitution, les articles 172 et 173 introduisent une confusion institutionnelle et affaiblissent l'ordre juridique national. Ce retard a des conséquences gravissimes. D'abord, il permet le maintien simultané de 3 cadres normatifs distincts qui se chevauchent et se contredisent. Actuellement, le Gabon fonctionne avec la Constitution de 1991 qui reste applicable pour certaines dispositions non couvertes par la Charte, la Charte de la transition de 2023, rédigée unilatéralement par les militaires qui continue à s'appliquer en parallèle, et la nouvelle Constitution de 2024 dont l'application est partielle et conditionnée par la tenue de la future élection présidentielle. Cette confusion juridique, délibérément orchestrée, est révélatrice de manipulations constitutionnelles opérées par les autorités militaires. En maintenant artificiellement en vigueur la charte de la transition, qu'ils ont eux-mêmes unilatéralement rédigée, tout en différant l'application de la nouvelle Constitution, ils créent un désordre juridique qui fragilise gravement notre État de droit. Ensuite, ces dispositions permettent le maintien de la charte de la transition, un document provisoire et unilatéral qui aurait dû perdre toute valeur normative dès l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Ce maintien de la charte, en contradiction avec l'esprit même d'une transition démocratique, montre que les autorités militaires souhaitent conserver un outil de contrôle parallèle au mépris des principes de souveraineté populaire. Enfin, cette incohérence dans l'application des normes révèle une manipulation flagrante de la loi constitutionnelle par les militaires. En retardant l'application de la Constitution de 2024, ils font eux-mêmes l'aveu que ce texte ne correspond pas aux aspirations des Gabonais. Si cette Constitution reflétait réellement la volonté populaire, elle aurait été rendue pleinement applicable dès sa promulgation. Ces manœuvres, en plus de ridiculiser notre pays aux yeux de la communauté internationale, créent une instabilité juridique
qui fragilise gravement notre ordonnancement constitutionnel. Une constitution est censée être le socle de toutes les lois et institutions. Elle ne peut être un outil manipulé pour servir des intérêts partisans ou prolonger le contrôle de ceux qui l'ont rédigée. C'est pourquoi nous estimons que la conséquence juridique et politique logique de cette situation est le retour à la Constitution de 1991. Ce texte, révisé en 1995, a été adopté par référendum dans un esprit de consensus national beaucoup plus large. Bien qu'il ne soit pas parfait, il offre un cadre juridique pertinent et équilibré qui peut être ajusté par des révisions parlementaires pour répondre aux besoins du nouveau contexte politique. Ce retour à la Constitution de 91, révisée par le référendum de 1995, est une mesure de sagesse et de pragmatisme. Il permettrait de restaurer un cadre juridique légitime et de mettre fin au désordre institutionnel créé par la coexistence de trois cadres normatifs. C'est également un signal fort envoyé au peuple gabonais, montrant que l'État respecte la souveraineté populaire et est prêt à construire l'avenir sur des bases solides et consensuelles. 3. Refonte immédiate et intégrale du cadre électoral. Notre troisième exigence porte sur la nécessité urgente de revoir de manière exhaustive la loi électorale actuelle. Les dysfonctionnements systémiques de notre cadre électoral ont directement conduit à la rupture anticonstitutionnelle du fonctionnement régulier de l'État. La loi électorale actuelle, largement obsolète, a démontré son incapacité à répondre aux défis démocratiques contemporains de notre pays. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la précipitation et l'opacité qui caractérisent le processus en cours. Un exemple édifiant en est la convocation d'une session extraordinaire du Parlement prévue du 10 au 20 janvier 2025 pour examiner le projet de code électoral élaboré par une commission de rédaction d'avant-projet désignée par le CTRI. Cette démarche, loin de refléter une volonté de transparence et d'inclusivité, révèle un déni manifeste de démocratie. Le rôle des dirigeants d'une transition n'est pas de décider seuls sur les sujets majeurs qui engagent l'avenir de la nation. Ils ont l'obligation morale et politique d'associer toutes les parties prenantes, partis politiques, société civile, experts et citoyens, dans un processus véritablement inclusif et consultatif en fonction des enjeux abordés. Or, dans le cas présent, tous les organes impliqués dans ce processus sont issus du seul CTRI. La commission de rédaction de l'avant-projet du Code électoral a été désignée unilatéralement par le CTRI, sans consultation des parties prenantes politiques ou sociales. Le gouvernement, qui a adopté cet avant-projet en Conseil des ministres le 5 janvier, a également été mis en place par le CTRI. Enfin, le Parlement de transition, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, convoqué en session extraordinaire du 10 au 20 janvier pour examiner et adopter ce texte, a lui aussi été constitué par le seul CTRI. Autrement dit, ce processus est contrôlé intégralement par une seule entité, excluant l'ensemble des acteurs de la société gabonaise. Cette situation est particulièrement préoccupante, car elle confère au CTRI un pouvoir absolu et discrétionnaire, comme si cet organe avait reçu un mandat populaire. Nous rappelons que le coup d'État militaire ne confère pas un mandat politique à ses auteurs. C'est un renversement anticonstitutionnel de gouvernement qui ne donne aucunement droit à ses auteurs de s'ériger en instance souveraine et unique de décision. La mission que le CTRI s'est prescrit en prenant le pouvoir est claire. Elle l'engage à restaurer la démocratie par un processus inclusif et transparent. Toute autre démarche constitue une trahison de cette mission
et des espoirs qu'une partie du peuple gabonais avait placés dans cette transition. De surcroît, la précipitation avec laquelle ce processus est conduit est aggravée par les récentes violations flagrantes de la légalité constitutionnelle. Le projet de loi organique portant code électoral, annoncé lors du Conseil des ministres du dimanche 5 janvier, prétend avoir été élaboré en application des articles 3 et 94 de la Constitution de 2024. Cependant, l'article 173 de cette même Constitution précise explicitement que seules les dispositions relatives à l'élection du président de la République, énoncées aux articles 42 à 68, sont d'application immédiate. En revanche, l'article 3, situé au titre 1, chapitre 1, et l'article 94, situé au titre 5, chapitre 1, ne relèvent pas de ces préconisations. Il est donc indéniable que l'élaboration de ce projet de loi organique constitue une violation manifeste de la Constitution. En agissant ainsi, le gouvernement de la transition se rend coupable d'un détournement des principes constitutionnels, renforçant notre conviction que ce processus électoral, conduit de manière précipitée et non inclusive, est voué à reproduire les échecs du passé. Le cadre électoral actuel, hérité du régime précédent et déjà profondément contesté, ne saurait être révisé ou conservé sans intégrer des réformes qui répondent aux attentes légitimes des citoyens gabonais. Les décisions prises dans l'urgence, sans ces réformes fondamentales, ne peuvent qu'aggraver la crise de confiance déjà profonde entre les citoyens gabonais et leurs institutions. Une refonte complète et immédiate du cadre électoral est essentielle pour garantir la transparence des scrutins, l'équité entre les candidats, la représentativité de tous les courants politiques, la modernisation des mécanismes de supervision électorale, la prévention des contentieux et des manipulations, la refonte globale du fichier électoral pour assurer son intégrité et sa fiabilité, un nouveau découpage électoral équitable, objectif et exempt de tout gerrymandering, la création d'un organe véritablement indépendant de gestion des élections de bout en bout, totalement autonome de l'administration étatique, avec des pouvoirs de supervision, d'organisation, de contrôle et une autonomie financière pleinement garantie. Nous demandons donc l'arrêt immédiat de ce processus rédactionnel du code électoral précipité, lequel, dans son état actuel, compromet la crédibilité et la légitimité des scrutins à venir. Il est impératif d'instaurer un cadre électoral rénové et pleinement légitime pour s'assurer que les prochaines élections marquent une rupture nette avec les dysfonctionnements du passé et posent les bases d'une démocratie durable. L'enjeu est de restaurer la confiance des Gabonais dans leurs institutions et de construire un mécanisme électoral qui reflète véritablement la volonté populaire sans exclusion ni manipulation. 4. Appel à la mobilisation générale du peuple gabonais. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le Gabon est une république. Un mot issu du latin « res publica », qui signifie littéralement « chose publique ». Cela signifie que notre pays n'est ni la propriété d'un groupe, ni d'une caste, ni d'une minorité privilégiée, mais qu'il appartient à tous les Gabonais sans distinction. Comme l'affirmait avec sagesse Léopold Sédar Senghor, je cite, « La République n'est pas un vain mot, mais un pacte vivant entre les citoyens et leurs institutions. » Fin de citation. Chaque citoyen, quelle que soit sa condition, a un droit et un devoir de se prononcer sur l'avenir de notre nation. La République n'est pas une simple structure institutionnelle. Elle est le reflet de la volonté collective de tous ses membres de vivre ensemble, dans l'égalité,
la justice et le respect des règles communes. Ce moment de transition est un moment unique, un moment où les compteurs doivent être remis à zéro pour construire une nouvelle base sur laquelle nous pourrons bâtir un Gabon démocratique, équitable et prospère. Comme le rappelait justement Amadou Hampâté-Bâ, je cite, « Un peuple qui n'assume pas son histoire est condamné à la subir. » Fin de citation. C'est une opportunité donc rare qui impose à chacun de nous de s'exprimer, de contribuer et de participer à ce processus fondamental. Se taire ou rester passif aujourd'hui, c'est accepter que d'autres décident à notre place de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants. Nous appelons donc chaque Gabonaise et chaque Gabonais à se mobiliser, non pas seulement pour dénoncer les dérives actuelles, mais aussi pour participer activement à la définition de nouvelles règles du jeu politique. Cette mobilisation doit transcender les différences d'opinion, de classe sociale, de région ou de communauté. Nous sommes tous des citoyens gabonais et ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Cette mobilisation doit être portée par toutes les composantes de notre société. Nous appelons les acteurs politiques à s'unir, malgré leurs divergences idéologiques, autour de l'objectif commun de défendre les principes démocratiques. Nous exhortons la société civile, dans sa diversité, à jouer pleinement son rôle de vigie et de porte-voix des aspirations du peuple. Nous demandons aux intellectuels, aux enseignants, aux universitaires et aux cadres de contribuer par leurs idées et leur expertise à éclairer le chemin que nous devons emprunter. Nous lançons également un appel pressant à la jeunesse gabonaise, qui constitue la majorité de notre population et l'avenir de notre pays. Les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans cette transition en tant que force vive, créative et déterminée à transformer le Gabon en une nation moderne et juste. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs de la diaspora gabonaise, dispersés à travers le monde. Vous êtes les ambassadeurs de notre pays à l'étranger, mais aussi les citoyens concernés par son avenir. Votre mobilisation, vos idées et vos connexions sont indispensables pour alerter la communauté internationale sur la situation actuelle et pour participer à la construction d'un Gabon meilleur. Cette mobilisation doit également inclure les femmes gabonaises qui, à travers l'histoire, ont joué un rôle central dans la cohésion sociale et la lutte pour la justice. Les femmes sont au cœur de nos familles, de nos communautés et de nos institutions. Leurs voix et leurs contributions sont indispensables pour bâtir un Gabon inclusif et équitable. Nous appelons enfin les anciens, nos aînés, à jouer un rôle essentiel dans ce moment crucial. Vous qui avez été témoins des grands bouleversements de notre histoire, vous qui avez vécu les épreuves, les luttes et les moments de transition, votre expérience est précieuse pour éclairer les choix que nous devons faire aujourd'hui. Vos conseils, votre sagesse et votre recul peuvent nous aider à éviter les erreurs du passé et à emprunter un chemin qui garantisse un avenir stable et prospère. Les anciens ne sont pas seulement la mémoire de notre nation, ils sont aussi des guides pour les générations actuelles. Leur implication est une richesse inestimable pour la mobilisation nationale. Enfin, cette mobilisation que nous appelons doit être pacifique, car nous croyons fermement que la violence ne résout rien et qu'elle ne peut être un moyen de construire un avenir stable. La transition que nous demandons doit se faire dans le respect des principes républicains, avec un dialogue sincère et ouvert entre toutes les parties prenantes. Mais cette mobilisation doit également être déterminée, car notre silence ou notre inaction serait interprété comme une approbation tacite des dérives actuelles. Chaque Gabonaise et chaque Gabonais, où qu'il se trouve, a un rôle à jouer. Que vous soyez un ouvrier ou un cadre, un enseignant ou un étudiant, un agriculteur ou un commerçant, un jeune ou une personne âgée,
votre voix compte, votre engagement compte. Si nous nous mobilisons tous, si nous faisons entendre nos voix ensemble, nous pouvons forcer les autorités de la transition à respecter les principes qu'elles ont elles-mêmes proclamés. Nous pouvons poser les bases d'un Gabon nouveau, un Gabon où le pouvoir appartient réellement au peuple et où les institutions sont au service de la nation tout entière. Mobilisons-nous pour le Gabon, mobilisons-nous pour nos enfants et pour les générations futures. Mobilisons-nous pour que le Gabon reste une république, une res publica, une chose publique appartenant à tous et non à quelques-uns. Cinquième point, communication immédiate et transparente du chronogramme détaillé de la transition. Notre cinquième et dernière exigence concerne la communication impérative et urgence du chronogramme complet de sortie de. Le chronogramme est un élément essentiel de tout processus de transition démocratique dont la transparence conditionne l'équité et la crédibilité du processus politique. Nous dénonçons vivement la privatisation et l'opacité actuelle du chronogramme par le CTRI. Cette rétention d'informations constitue une manœuvre déloyale qui permet aux autorités militaires de conserver des marges de manœuvre discrétionnaires en violation totale des principes de transparence et d'égalité que la transition était censée instaurer. La non-communication du chronogramme crée une situation d'asymétrie informationnelle qui avantage unilatéralement les autorités du CTRI. Comment les différents acteurs politiques, la société civile et les citoyens peuvent-ils se préparer équitablement par rapport aux échéances électorales à venir si les règles et le calendrier leur sont systématiquement dissimulés? Nous exigeons donc la publication immédiate et détaillée du chronogramme qui devra préciser explicitement, notamment, les dates précises de chaque scrutin, les modalités de préparation et d'organisation de chaque élection. Cette communication devra être exhaustive, claire, à l'endroit des acteurs politiques, des organisations de la société civile, des médias et de toute la population. Aucune zone d'ombre ne doit subsister concernant le processus de sortie de transition. L'absence de publication immédiate de ce chronogramme sera considérée comme une entrave caractérisée au processus démocratique et une violation manifeste des engagements initiaux du CTRI. Le chronogramme n'est pas un instrument de pouvoir, mais un outil de transparence démocratique. Il doit refléter l'engagement solennel d'un retour à l'ordre constitutionnel et à la souveraineté populaire. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, en conséquence de tout ce qui précède, nous déclarons solennellement rejeter fermement et catégoriquement le processus exclusif actuellement mené par les autorités de la transition. Quelle légitimité peuvent-elles revendiquer pour définir seules les règles du jeu politique? Ces règles, qui engageront l'avenir de notre nation, ne peuvent être l'apanage d'un groupe restreint qui s'est emparé du pouvoir par la force. Le CTRI, qui a renversé un régime en dénonçant son caractère non inclusif, ne peut aujourd'hui s'arroger le droit d'imposer unilatéralement de nouvelles règles du jeu politique. Cette contradiction flagrante entre leur discours initial et leurs actes actuels démontre la nécessité d'un processus véritablement inclusif. Qui plus est, les militaires du CTRI n'ont strictement aucune légitimité pour aller au-delà du mandat explicite contenu dans leur propre dénomination. Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Leur unique mission, telle qu'ils l'ont eux-mêmes proclamée, est de gérer une transition démocratique et de restaurer des institutions légitimes. Ils n'ont pas été élus, n'ont aucun mandat populaire et doivent donc se conformer rigoureusement aux standards internationaux de transition démocratique. Toute velléité d'accaparer le pouvoir,
de modifier unilatéralement les règles politiques ou de s'instituer en nouveaux décideurs serait une trahison pure et simple de leur engagement initial et une négation des principes démocratiques qu'ils prétendaient défendre lors de leur intervention. La période de transition que nous traversons est un moment crucial qui doit permettre la remise à plat de notre système politique. C'est précisément dans ces moments décisifs que la voix de chaque Gabonais doit pouvoir se faire entendre. La diversité des opinions et des propositions est une richesse dont notre pays ne peut se priver s'il veut construire un avenir sur des bases véritablement démocratiques et consensuelles. Nous annonçons aujourd'hui que cette conférence de presse marque le début d'une série d'actions visant à alerter la communauté nationale et internationale pour l'informer de la situation politique de notre pays et solliciter son intervention pour que le processus actuel, conduit de manière exclusive par les militaires, soit arrêté au profit d'un processus véritablement inclusif. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, l'heure est grave. Les décisions qui seront prises durant cette transition détermineront l'avenir de notre pays pour des générations. Nous ne pouvons accepter que ce moment soit confisqué par une minorité. Notre responsabilité collective est de garantir que la voix de chaque Gabonais, de chaque Gabonaise soit entendue et que l'intérêt national soit préservé. Nous invitons les médias présents à relayer cet appel, à porter ce message de justice et de démocratie auprès de tous ceux qui souhaitent un avenir meilleur pour le Gabon. Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix et ramener notre pays sur le chemin de la paix, de l'unité et de la prospérité. Nous réaffirmons notre détermination à poursuivre cette initiative jusqu'à ce que nos exigences légitimes soient entendues et satisfaites. Le Gabon mérite mieux qu'une transition confisquée. Il mérite une véritable refondation démocratique, inclusive et transparente. Pour conclure, nous tenons à rappeler ces paroles inspirantes de Nelson Mandela. Je cite: « Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. » Ces mots résument notre engagement et notre détermination. Nous, les signataires de cette déclaration, avons fait nôtres ces paroles. Nous avons choisi de laisser nos espoirs pour un Gabon démocratique, juste et stable, guider nos actions et non la peur de l'inertie ou de représailles. Nous appelons chaque Gabonais, chaque Gabonaise, qu'il soit au pays ou à l'étranger, à emprunter le même chemin. Mobilisez-vous, faites entendre vos voix, refusez les manipulations et les tentatives de confiscation de notre avenir. Ensemble, guidés par l'espoir et animés par notre sens du devoir, nous pouvons faire reculer cette tentative de passage en force et remettre notre pays sur la voie de la justice et de la vérité. Nous vous remercions de votre aimable attention et sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci. Certaines visent à faire comprendre que notre présence ici serait quasiment inutile. Mais laissez-moi vous dire une chose, que lorsque le coup d'État a été perpétré, le 30 août 2023, dès 9 h du matin, j'ai applaudi. J'étais à Mouila. J'ai applaudi parce que je pensais que pour une fois, nous allons mettre le Gabon dans le droit chemin de la démocratie et de la transparence électorale. Mais à condition que celui qui conduit ce coup d'État, qui a conduit ce coup d'État, ne soit pas candidat lui-même.
parce que les mêmes causes devaient provoquer les mêmes effets. Aucun chef d'État en Afrique, qu'il soit issu d'un coup d'État militaire ou qu'il soit issu de pseudo-élections, ne peut organiser une élection pour la perdre. Donc nous avons pensé, conformément à son discours à l'occasion de son installation, qu'effectivement il rendrait le pouvoir aux civils. J'ai cru comprendre qu'il ne deviendrait pas civil pour se donner le pouvoir à lui-même. Mais il paraît que certains Gabonais trouvent cela normal, que quelqu'un qui a pris des engagements puisse revenir sur ses engagements. Parce qu'un peuple qui a faim, qui a soif, qui n'a jamais été pris en compte, peut manipuler, instrumentaliser, appeler un militaire à être candidat aux élections présidentielles. Ce jour est un jour historique, puisque ceux qui ont pris sur eux de faire cette déclaration savent ce qu'ils font. Vous vous en rendrez compte très prochainement, parce que nous ne sommes pas contre nos militaires, bien au contraire. Mais nous disons que chacun doit rester à sa place. Et c'est un certain Omar Bongo qui disait qu'avec les baïonnettes, on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. Il y a eu un coup d'État. Il n'y a pas eu d'opposition à ce coup d'État. Et il n'y a pas de raison de triompher parce qu'il n'y a pas eu de gloire. Aujourd'hui, ce que nous recherchons tous, ça n'est pas pour nous, mais pour la postérité, qu'il y ait des institutions que nous avons recherchées moult fois pour qu'elles soient transparentes. À peine en 1990, nous avons connu la conférence nationale, qu'en 1993, on remettait tout en cause. Les élections n'ont pas été bien organisées. Avec un ministère de l'Intérieur qui a été incité à aller proclamer des résultats qui n'étaient même pas encore complètement dépouillés. Que dit le peuple gabonais? Le président Omar Bongo a été élu. Ça a été la même chose tout le temps. Et je pense qu'il conviendrait d'en finir pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt des générations futures, pour crédibiliser le système électoral. Nous ne devons pas être la risée du monde entier. Nous sommes des êtres normaux. Certains ont fait de très hautes études, d'autres, ça n'est pas seulement les études, ont un discernement qui devrait autoriser à ne pas accepter ce qui est mauvais pour notre pays. C'est pour cette raison que nous sommes ici pour vous traduire nos préoccupations. Je ne réponds pas à la place de Monsieur le ministre, mais il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si après avoir prononcé une phrase où on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais imaginez-vous l'engouement qu'il y avait il y a quelques 2 ans seulement, moins de 2 ans, sur Ondosa. Vous étiez tous là. Aujourd'hui, il serait devenu, en 16 mois, une relique.
Et par conséquent, il ne serait plus à même de porter un projet que hier, vous avez soutenu. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, un si petit pays par le nombre de sa population, qu'on puisse écarter ceux qui ont plus d'expérience et souvent qui ont eu les meilleures formations? Nous avons bien sûr toujours accepté, surtout les intellectuels, d'être des wagons et de mettre en avant des gens qui pourtant n'ont pas la qualité d'être des locomotives. Réveillons-nous. Nous ne sommes pas contre le CETERI, mais nous disons, n'utilisez pas les armes pour imposer vos volontés. Il y a des gens qui ont peur. Il y a peut-être des âges où on n'a plus peur. Et nous ne sommes pas les plus âgés. Nous sommes peut-être les plus avertis et les plus décidés, malgré nos erreurs, à ne pas laisser un pays qui irait à volo, comme maintenant. J'ai dit, pour terminer, que j'ai applaudi à rompre les phalanges lorsque les militaires ont fait le coup d'État. Je pensais que c'était une chance inouïe pour notre pays, que Brice Clotaire Oligui puisse sortir par le haut en organisant des élections dans la transparence où il ne s'impliquerait pas. Et parce qu'il s'implique, on voit perler ici et là l'exclusion des moins de 35 ans, l'exclusion de plus de 70 ans, ceux qui ont plus d'expérience. Alors qu'il y a seulement quelques années, à Kanda, nous avons admis que celui qui est électeur a un droit d'être élu. C'est moi qui ai proposé cela et à l'unanimité, tous les conférenciers étaient d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le peuple seul qui doit décider si celui qui a 18 ans est trop immature pour être président de la République ou celui qui a 100 ans, voire plus, est trop vieux pour être président de la République. Seul le peuple souverain peut le décider. Ce n'est pas n'importe quel hurluberlu pris d'envie d'avoir le pouvoir qui exclurait d'autres Gabonais parce qu'il veut prendre le pouvoir. Ça, si les Gabonais l'acceptent, c'est peut-être bien, mais il faut savoir qu'une société, elle est faite de tout. Des jeunes, des moins jeunes. Et je dis souvent que les jeunes prospérités ont le droit de féconder les prospérités plus anciennes et de les entretenir. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion. Mais si nous acceptons l'exclusion, si le peuple est décidé à accepter l'exclusion, parce que tout fait le peuple gabonais, aucune section du peuple ne peut exclure l'autre. Mais nous constatons avec effarement que cela est admis. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, je ne sais de quoi. Le CETERI ne peut tuer personne. Le CETERI ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans raison. C'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi je prends la parole souvent pour dire ce que je dois dire, sauf à inciter les gens à se révolter. Mais quand on dit des choses qui doivent être justes, on ne peut pas avoir peur. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici. De cette conférence de presse. Lorsqu'un sage montre la lune, au verbe chinois, l'insensé voit le doigt. Je suis tenté de vous poser une question. J'aimerais que vous interveniez sur le fond. Que reprochez-vous
au discours d'Ali Akbar Onanga. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Par rapport au fond, qu'est-ce qui ne cadre pas avec la situation actuelle? Bien. C'est ce qui fait en sorte que, en ce qui me concerne précisément, je n'invite plus n'importe qui à mes conférences de presse. J'invite des journalistes qui sont aptes à aller au fond des choses, ni à des gens qui sont des représentations de certaines tribunes. Et je vais le prouver dans la réponse que je vais donner aux questions. Alors, la première chose à laquelle je m'intéresse, c'est M. Pierre qui a dit des choses qui ne me semblent pas justes. Quand il dit certains Gabonais c'est qui? Est-ce que certains, quand nous parlons français, ça veut dire la majorité des Gabonais? Ce qui fait une démocratie, c'est la loi majoritaire. Combien de Gabonais disent à Oligui de se présenter? Combien? Ils sont d'où? Et nous savons la manipulation qui est faite dans les réseaux sociaux. Précisément, nous savons, c'est les machines qui envoient dans tous les groupes sociaux. Le référendum a été un indicateur grandeur nature. 70% d'abstention révèle que personne ne veut d'Oligui et de ses militaires du CTR. Alors, ensuite, vous posez la question de la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous dans l'état actuel de notre pays. Situons-nous. Actuel, c'est quand? C'est hier, c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans. Actuel, je suppose, si nous parlons français, c'est maintenant. Alors, et cette question s'impose. Qui d'entre nous est au CTRI maintenant? Alors, la troisième chose qui me semble complètement erronée, c'est de penser que ce qui s'est fait a été fait de manière inclusive. Que signifie inclusif en français? On prend, et je l'ai déjà dit, une bande de copains et de coquins, on les réunit dans une salle, on prend les gens qu'on a nommés, on réussit dans une salle, on laisse de côté la classe politique qui dit non. Et cette classe politique, elle est majoritaire. Je pose une question directe. Quel dialogue peut-on faire en laissant Ondosa qui a eu le pourcentage que nous sommes à l'élection présidentielle? C'est un dialogue? Il faut que nous apprenions à être sérieux et non des relais des gens qui ne reposent leur action sur aucune règle. Ou bien le Gabon doit devenir un état de droit, ou bien le Gabon doit devenir un état de non-droit. J'en appelle alors pour terminer aux journalistes pour leur dire, j'attends vos questions sur le fond de l'intervention. Et j'attends vos interventions pour l'avenir de notre pays qui ne s'accommode pas avec l'avenir du CTRI. Parce que le CTRI n'a aucun avenir. Je vous remercie. À travers la prise de parole de M. Ali Akbar Onanga Yobégué, poser 5 exigences. Lorsque vous nous regardez, nous ne pouvons ni perdre votre temps, ni dépenser le nôtre, juste parce que nous avons envie de passer du temps ensemble. Ça nous aurait plu. Mais la situation du pays commande que les débats de fond soient posés. Et puisque l'habitude maintenant, c'est systématiquement de chercher à engager des débats de personnes. Si tel devait être le cas, alors n'ayez peur de rien.
autant il est loisible de demander à Bédi Binzé, et je suis sûr que chacun a compris la réponse du professeur Ondossa, tout comme celle de Pierre-Claver Mahanga Moussavou, autant il est loisible et facile de demander à Bédi Binzé quelle est sa responsabilité, ou à Yagba, autant il serait tout aussi facile de demander aux militaires quelle a été leur responsabilité dans le maintien au pouvoir d'un régime depuis 58 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, comme le professeur Ondossa l'a rappelé, indiquer que les 5 points de fond qui nous amènent à nous asseoir ici devant vous, ce sont des points clés sans lesquels on ne peut pas envisager une sortie paisible, pacifique, démocratique de la transition. Il n'est pas possible d'imaginer que nous soyons entrés dans une transition par la force et qu'on en sorte par la force. Il n'est pas possible d'imaginer une stratégie de confiscation du pouvoir par celui qui détient les armes qui ne lui appartiennent pas. Ce sont les armes de l'État, ce ne sont pas les armes de papa, maman, enfant, etc. Et donc, une fois qu'on a dit qu'on est arrivé au pouvoir sans effusion de sang, peut-on compter le nombre de morts qu'il y a eu depuis sous les militaires, par des bavures, parce qu'ils sont incapables de gérer un État? C'est la réalité. Faire un coup d'État, c'est une chose. Gérer un État, c'est autre chose. Et si on doit parler des éléments factuels, il y aura le moment pour en parler. Mais pour l'heure, 5 points ont été indiqués. Et sur ces 5 points qui ont été indiqués, ce sont des points clés, des points fondamentaux. Les militaires n'ont rien à faire à gérer l'État. Notre loi le dit et les normes internationales le disent également. Donc il faut qu'ils entendent raison. Les manipulations qui se préparent, dans quelques jours, il y aura des appels à la candidature des uns et des autres. C'est une perte de temps. Vous savez, et je termine par là, moi j'assume mon parcours. Je l'assume. Et je l'assume en tirant toutes les leçons positives. Et ce qui a été négatif, on le corrige. Lorsqu'il y a quelque temps à peine, l'opposition, j'étais Premier ministre, appelait à un dialogue, appelait à réorganiser les choses. Nous avons fait la sourde oreille, on n'a pas entendu. Et nous voyons à quoi ça a abouti. Et je dis à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que vous étiez là à mes côtés pour dire non, il ne faut pas les écouter. Et on voit ce que ça a donné. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous réduisez le coût et vous n'entendez pas raison, on arrivera fatalement à la même situation. Et le Gabon n'en a pas besoin. Il faut entendre raison pour sortir de là, la tête haute, et tout le monde la tête haute. Et pour ceux qui parlent et qui sont les relais des uns des autres, le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir au discours initial de prise de pouvoir par les armes et de revenir au discours du 4 septembre 2023. Nous allons organiser des élections inclusives, transparentes, afin de rendre le pouvoir aux civils. Il faut en revenir à cela. 1. 2. Lorsque nous évoquons la question du retour à l'ordre constitutionnel signifie chacun à sa place. Les militaires, dans l'ordre constitutionnel, ne sont pas à la tête des institutions. Ils sont en caserne. C'est ce que ça veut dire, l'ordre constitutionnel. Et ils n'ont pas, eux, à s'arroger les pouvoirs que personne ne doit transférer. Sinon, c'est la loi de la jungle, la raison du plus fort. Il me semble que quand même, nous qui sommes ici, nous avons à la fois une expérience de la gestion de l'État, parce que n'oublions jamais quand même que ici, sur cette table, chacun, à un moment donné, a géré une parcelle de l'État. Cette expérience amène à dire le chemin qui est pris là était un mauvais chemin. On peut ne pas entendre raison, c'est leur problème. Mais nous allons continuer, à partir d'aujourd'hui, à marteler ce que nous disons là. Et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas entendu.
Quant au peuple gabonais, je termine par là, aucune section du peuple ne peut s'arroger le droit d'exercer la souveraineté. C'est le peuple gabonais tout entier. Lorsqu'on dit les Gabonais pensent que, apprenons à dire certains, comme l'a rappelé, et la voix de chacun est respectable, mais pour que ça soit pris en compte, c'est le principe de la majorité. Et rien qu'en excluant nous qui sommes ici, peut-on considérer que la majorité des Gabonais, c'est ceux qui sont là-bas, sans nous qui sommes ici? Non. Il faut donc entendre raison, repartons, rediscutons, posons sur les bonnes bases cette constitution adoptée à la va-vite, à la sauvette, sans respect d'aucune norme, et qui est violée au quotidien par ceux qui l'ont fait adopter, est un problème. Si nous ne sommes pas capables, en tant que Gabonais, de voir que ça, c'est un problème, on reproduit le même schéma, à savoir, on va au pied de celui qui donne les nominations parce qu'on veut être nommé, et en même temps, on est incapable de comprendre que là, ça ne va pas pour le pays. Mais la conséquence, c'est que demain, il y aura une nouvelle crise. Et nous sommes en pleine crise. Merci. Merci. Vous savez, je suis un Gabonais comme vous. Et le 30 août, j'étais candidat à l'élection législative. Enfin, je veux dire, l'élection du 26, j'étais candidat à l'élection législative pour le compte de mon parti, le Parti démocratique gabonais, auquel j'appartiens toujours. Oui, je vous le précise, parce que la question ne vienne pas. Et lorsque le coup d'État a eu lieu, je suis honnête, je n'ai pas applaudi. Vous vous doutez bien. Mais j'ai dit chiche. Le coup d'État étant là, le Gabon nous appartenant, allons-y. Voyons désormais de quelle manière nous remettons les compteurs à zéro. Voilà ce que je me suis dit le 30 août. J'ai dit chiche, parce que je suis d'abord démocrate. Je ne peux pas applaudir par principe un coup d'État. Et lorsque vous posez la question de savoir pourquoi hier nous n'avons pas fait ce que nous faisons aujourd'hui, excusez-moi de parler pour moi puisqu'on a été interpellé. D'abord, il n'y a que, comme vous le savez, des idiots qui ne changent pas d'avis. Mais ce n'est pas tout. Je suis une personnalité publique, donc en réalité, vous me connaissez. C'est-à-dire que vous connaissez mon histoire. Et si vous connaissez mon histoire, vous devez comprendre que je ne suis pas forcément resté silencieux comme vous le dites. La preuve, vous pensez que nous sommes les seuls 4 aujourd'hui à penser ce que nous pensons? Vous le croyez sincèrement? Mais est-ce que vous voyez tous ceux qui pensent que nous pensons le dire ouvertement? Pensez-vous que ceux qui pensent comme nous, là où ils sont, n'agissent pas? Vous êtes sûr? Il y a donc des moments où, en fonction des circonstances et de la situation de chacun d'entre nous, le plus important, c'est faire ou dire quelque chose. Moi, dans mon parcours, j'ai montré qu'à un moment, j'avais des principes et des valeurs et que je n'étais pas forcément d'accord de la manière dont tout se faisait. Et je l'ai dit dans les endroits où ça devait être dit. Et comme vous le savez, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais. C'est d'ailleurs pourquoi je suis là aujourd'hui, pour faire maintenant publiquement ce que je n'ai pas pu faire hier. Donc, ne doutez pas sur ma compréhension de la situation et sur ma capacité à transcender mes propres intérêts pour l'intérêt général. C'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui devant vous. Et j'aurais pu ne pas répondre à la question de « on ne fait pas du neuf avec du vieux ». Mais si je gardais silence sur cette question, j'aurais pris celui qui a posé la question pour un imbécile. Car vous savez qu'on répond aux imbéciles par un silence. Donc je ne vais pas le faire, je vais donc répondre. Et la personne qui pose cette question, je pense qu'elle a un minimum d'intelligence. Et donc je lui demande d'aller regarder, parce que l'archive existe, d'aller voir ma prise de parole du 30 novembre 2015,
à Franceville. Je mets cette personne au défi. Si après avoir vu ça, cette personne vient raconter ce qu'elle raconte là, alors je dirais que c'est un imbécile. Parce que pour le contexte, sachez que je n'ai jamais fait allusion aux êtres humains dans ma citation. Pour preuve, juste avant de faire cette allusion, pour laquelle je parlais des institutions et du système, j'avais pris le soin ce jour-là, dans ma prise de parole, de préciser que le président Ali Bongo Ondimba, puisque c'est de lui qu'il s'agissait, avait dans sa politique réuni, intéressé les jeunes, les femmes et les anciens. Je l'avais dit dans les paroles qui précédaient le mot « on ne fait pas du neuf avec du vieux ». Comment dans un même discours aurais-je pu dire que le président Ali Bongo associait tout le monde, y compris les aînés, et dire par la suite qu'on ne faisait pas du neuf avec du vieux? Vous voyez, quand je faisais allusion à cette citation, je disais exactement ceci. Lorsqu'un nouveau système arrive, il met en place ces nouvelles règles pour lui permettre de pouvoir mettre en place sa politique, parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Voilà ce que j'ai dit ce jour-là. À partir du moment où j'ai dit ça aujourd'hui, celui qui continuera à penser que j'avais fait allusion aux êtres humains, eh bien, je lui laisse la responsabilité de continuer à le penser. Quant à moi, ce n'était pas le cas. Je vous remercie. Merci. M. Aliak Baronanga était très clair à ce sujet. Ce que nous faisons ici n'est pas une alliance politique, ce n'est pas un parti politique. Nous avons émis 5 exigences qui nous mobilisent et nous allons, chacun ce qui le concerne, continuer à travailler pour ces exigences-là, à la fois dans le groupe que nous constituons, mais aussi dans les groupes auxquels nous appartenons solidairement avec les autres. Deuxièmement, ce que nous disons, ce sont des points qui sont liés les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de détacher l'un des points. Lorsque nous posons l'exigence d'un calendrier de sortie de la transition, c'est en prenant en compte l'ensemble des autres points, parce que tout est lié. Il ne s'agit pas de se dire, ils ont demandé un calendrier, on leur offre un calendrier, sans tenir compte de la refonte du système électoral, sans tenir compte de la nécessité pour les militaires de regagner leur caserne, sans tenir compte des autres, tout est lié. Tout est lié. Ensuite, vous semblez faire du fait d'avoir rencontré M. Lugingema un sujet particulier. Vous savez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui rentrent dans un bureau et qui sortent avec les idées de l'autre. Moi, j'entre avec mes idées et je lui dis quelles sont mes idées. Et les problèmes que vous évoquez lui ont été posés devant tout son secrétariat. Nous lui avons dit très clairement qu'il a modifié la Constitution unilatéralement en violation de la loi et de la Constitution et qu'il n'avait pas le droit de le faire et qu'à minima, il aurait dû convoquer une session du Parlement après avoir consulté la Cour constitutionnelle sur les coquilles qu'il y avait, si tant étaient ces coquilles. Mais il y avait des changements de fond, il n'aurait pas dû le faire. Nous le lui avons dit, et ceux qui ont assisté à cette audience sont présents ici, dans cette salle, et donc ce que je dis là, je le lui ai dit en face. Tout comme la question de la loi électorale. Nous lui avons dit qu'il n'est pas question que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Donc quand vous dites qu'il y a un organe qui a été créé, nous avons dit dans ce document que nous rejetons tout ce qui est fait actuellement. Il faut reprendre tout cela à zéro. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas là parce qu'on a du temps à perdre. Ce qui est fait actuellement ne correspond à rien du tout et il faut tout reprendre à zéro. Comment voulez-vous comprendre quelque chose à un système électoral où on vous dit que le ministère de l'Intérieur a l'exclusivité de l'organisation des élections et on crée ensuite 2 entités qui dépendent du ministère où les gouverneurs seraient des présidents de commission? C'est impossible, c'est inacceptable, donc nous ne l'acceptons pas. Sur la question de TV+ Afrique, bon écoutez, oui, on a rencontré M. Oligui, on lui a dit ce qu'on lui a dit. Et si demain on veut le rencontrer, on lui dira les mêmes choses. Moi, je ne suis pas devant caméra sans être capable de lui dire ce que je vous dis là en face. Nous lui avons dit qu'il ne peut pas organiser tel qu'il le fait là, que ce n'est pas possible. Et oui, s'il s'engage dans cette voie, c'est une voie sans issue. Et c'est très clair, c'est sans issue. Et donc, non, nous ne sommes pas là parce que nous voulons nous amuser. Nous avons dit les choses très clairement. Premièrement, la Constitution n'a pas à être modifiée. C'est illégal, il n'avait pas à le faire. Vous avez entendu tout à l'heure, même en se référant à cette propre Constitution, il la viole. Lorsqu'ils font le code électoral en référence à la Constitution, ils violent
Et donc, ils ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe. C'est d'abord cela. Et ensuite, nous ne sommes pas là dans la demande d'un calendrier électoral parce que nous préparons aux élections. Nous demandons une remise à plat de tout et remettre la transition sur les bons rails, dans un caractère plus inclusif. Ceci manque d'inclusivité. Donc demander si nous sommes là pour préparer des élections dans une alliance, non, ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de ramener la transition dans les bons rails parce qu'elle est sortie des rails sur lesquels eux-mêmes s'étaient engagés à mettre le pays. Donc voilà notre position aujourd'hui. Quelle alliance formons-nous? Non. Une alliance, ce n'est pas la subjectivité, c'est l'objectivité. L'objet de l'alliance a été décliné dans le propos liminaire. Nous attendions que, effectivement, l'agence France Presse pose des questions par rapport à l'objet, non des questions subjectives qui ne nous font pas avancer, bien évidemment. En ce qui concerne TV+, je dirais que TV+, effectivement, la question est posée à moitié. TV+, c'est un grand média et là, je pense qu'il y a des journalistes d'investigation. S'il y a des journalistes d'investigation, ils ne se seraient pas contentés de dire que c'est 80%, 91%. Non. Ils auraient dit, le taux d'abstention est de 70%. Or, dans tout pays démocratique, un taux d'abstention qui va au-delà de 50% pose problème. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque on a la pratique du pouvoir, on sait, en ce qui concerne le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, qu'il existe la loi fondamentale et ensuite les lois organiques. Pour les lois organiques, il faut ce qu'on appelle une majorité qualifiée et non une majorité absolue. Monsieur le journaliste de TV+, Afrique, fait allusion à la majorité absolue. Or, dans ce type de vote, il faut aller à la majorité qualifiée. Or, si je m'en tiens à la majorité qualifiée, j'observe que les 91% ne représentent que 48,90%. Ils n'atteignent même pas la moitié des inscrits. De ce point de vue, cette consultation est de fait nulle et de nul effet. Je vous remercie. Je constate, pour le regretter, que est-ce que c'est parce que nous sommes au Gabon qu'il y a une sorte de mimétisme et que la représentante de l'agence France Presse ne voudrait pas aller au fond des débats où il voudrait prendre le temps de comprendre ce que nous avons dit, parce que toutes les questions posées trouvent leur réponse dans le discours prononcé par Monsieur le ministre. Alors souvent, on se pose la question de savoir si ce qu'on dit est bien compris. Mais comme certains parmi nous, nous avons de grands professeurs, moi aussi je me suis essayé à enseigner un peu, il faut toujours revenir 100 fois sur le métier et redire les mêmes choses. Nous ne formons pas une association ou un parti politique, mais nous sommes étreints par une douleur indicible, celle d'un pays qui va à volo. Beaucoup ne le comprennent pas. Mais moi, j'ai mal quelque part. Je me suis battu. J'ai connu beaucoup de traversées de désert. Mais la différence avec d'autres Gabonais, c'est que même quand je ne suis pas en fonction, je donne l'impression que je suis mieux que ceux qui sont restés. Parce que si vous allez donner l'impression que vous êtes malheureux, ils vont se moquer de vous. J'ai toujours été fier de servir mon pays et fier de faire autre chose que d'être dans un gouvernement. Et par conséquent, quand je rencontre des Gabonais qui partagent le même point de vue que moi, vous savez, quand j'ai dit un jour qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, parce que
dans notre pays, on parle de la même chose. On parle des routes, on parle des écoles, on parle des universités, on parle de la santé. Et nous sommes tous d'accord que ceux qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition. Il n'y a pas un problème d'idéologie. C'est un problème tout simplement parfois de positionnement. Mais lorsque nous aurons résolu le minimum pour nos populations, alors nous pouvons parler d'idéologie. Mais pour l'instant, battons-nous pour donner à notre peuple ce minimum qui lui manque, avec autant de moyens financiers dont dispose notre pays et qui est accaparé par certains. Quand je dis certains, il ne faut pas confondre ceux qui travaillent, ceux qui ont pris pour eux de travailler toute leur vie et qui ont quelques petits résultats qui sont confondus à ceux qui prennent pour eux ce qui appartient à tous. Maintenant, notre ami pasteur, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était son prénom ou sa profession. Pasteur, vous êtes journaliste en tant que pasteur. Ou c'est un prénom, mais c'est parfois l'occasion de... Est-ce que pasteur est un prénom? Bien. Vous savez, pasteur a toujours eu pour lui de prêcher le faux pour connaître le vrai. Il sait bien que le référendum a été boudé par la population à hauteur de 70%. Il le sait. Mais il nous pose la question parce qu'il voudrait manger le piment au travers de nos bouches. C'est notre rôle et il a raison. Le professeur Ondosa a répondu, je crois que c'est suffisant. Mais moi, je voudrais répondre parce que je ne sais pas à quel moment j'ai eu un aparté avec le président Oligui. Mouila. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'au Gabon, il ne faut pas rater l'occasion d'expliquer certaines choses. Moi, j'étais tranquillement à Libreville, je m'apprêtais à aller à Mouila pour le 1er novembre, comme je le fais tous les ans, quand j'ai reçu le coup de fil du directeur général du protocole d'État et du directeur de cabinet du président pour dire le président voudrait que je sois à Mouila. Je dis qu'à cela ne tienne, je serai le 1er novembre à Mouila. Il est arrivé le 2. Et le 2, je suis allé en son palais, pensant qu'il allait me dire quelque chose. C'est pour me dire, écoute, monte dans la voiture, je ne peux pas faire le tour de Mouila sans le patron de la ville. Nous avons fait le tour des chantiers, chantier personnel. Et moi, au moment de descendre, je dis non, on change de voiture, on prend le véhicule avec Fagnon pour faire maintenant le tour des projets officiels. On a fait le tour, on n'a même pas échangé dans la voiture. Vous ne pouvez pas échanger, vous ne connaissez pas comment l'État est constitué. Vous ne pouvez pas échanger dans une voiture avec chauffeur et aide de camp. Vous ne pouvez pas vous dire des choses dans ces conditions-là. Vous croyez que c'est faux, mais vous ne voulez pas qu'on vous dise. Moi, si on avait échangé, je l'aurais dit. Et attendez, c'est bien dommage, parce qu'on a l'impression que nous sommes des adversaires. Après le tour de ville, après le tour des actions posées par le CETERI, je lui ai dit que je partais à la maison et que je l'invitais, puisqu'il m'a invité chez lui, je l'invitais aussi chez moi. Échange de bons procédés. Il m'a dit que oui, mais avant de partir, il faut venir au meeting, où je n'étais pas invité, où je n'étais pas prévu. Parce que quand je suis arrivé, il a fallu bousculer les gens pour qu'on me donne un endroit où m'asseoir. Et comme moi j'aime la tradition, vous avez vu que quand le Mukudi, le Mwanda,
est sorti. D'abord, c'est moi qui ai dit, puisqu'on a eu, les organisateurs ont prévu un Rwanda, faites-le sortir. Il est sorti. Et c'est moi qui ai dit au président, c'est dans nos traditions. Et c'est même moi qui ai sorti un peu d'argent, puisque Sagarde n'a pas suivi quand il demandait des fonds. Je lui ai donné de quoi saluer le Rwanda et moi-même je l'ai fait. Et après le meeting, je suis parti parce que je devais le recevoir. Je dis échange de bons procédés. Je l'ai reçu et là-dedans, vous ne savez pas comment ça s'est terminé. Recevoir le président, recevoir un fils chez soi, ce n'est pas une mauvaise chose. On a ouvert le champagne et on s'est mis à l'aise. Non, on a parlé. Puisque vous voulez savoir ce qu'on s'est dit. On a parlé et on a parlé de ce que... non, on a parlé de ce que il fallait voter le oui. Et il disait aux gens qui étaient autour, moi je dis, moi je vote non. Tu votes oui, moi je vote non. Et nous étions en train de rire parce que chacun avait ses positions. À la fin, lorsqu'il est parti, avant de partir, c'est comme ça que j'ai su que Biendi, mon fils, devait être coordinateur de la campagne au 2e arrondissement et que mon épouse devait être coordinateur de la campagne du oui à Douya Onoï. Vous voulez tout savoir? Et je me suis fâché, le président était parti et j'ai fait sortir tout le monde de chez moi. Ça c'est d'un. Quand on parle d'apartheid, après que le Premier ministre Billy Binze ait été le voir, je pensais que j'ai eu un aparté avec le président. Vous voyez, vous sortez les choses de leur contexte. Et seulement, le président m'a invité pour les partisans du non. J'ai dit que je n'allais pas à la présidence. Le président m'a encore invité pour aller à la signature, en tant qu'ancien vice-président de la République, à la signature du décret de la promulgation de la Constitution. Je ne suis pas allé.